La Côte d'Ivoire lève 9 500 milliards de francs auprès du secteur privé, portant à 17 200 milliards de francs. Le montant global, la bonne nouvelle, a été rendu public à Paris à la rencontre du groupe consultatif sur le plan national de développement. Et puis, visite de terrain de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, les membres de cette institution étaient à Dabou pour une campagne de sensibilisation. La plateforme de partenariat public-privé enregistre un nouveau projet dénommé Transparence Cacao, financé à hauteur de 2 milliards de francs sur 5 ans. Au Venezuela, des manifestations pour exiger un référendum afin de révoquer le président Nicolás Maduro. La situation est tendue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. La réunion du groupe consultatif sur le financement du Plan national de développement 2016-2020 a porté ses fruits. Le montant des financements annoncés par les bailleurs de fonds s'élève à 7 700 milliards de nos francs. Le gouvernement a levé par ailleurs 9 500 milliards auprès du secteur privé, portant le montant global à 17 200 milliards de francs CFA. On peut dire que la moisson a été bonne. Nous y reviendrons peut-être d'ici la fin de cette édition. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entame des tournées dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce matin, les membres de cette institution étaient à Dabou pour le lancement officiel de la campagne de sensibilisation à l'endroit des autorités préfectorales et des élus locaux. Reportage Alexis Oudraogo. En Côte d'Ivoire, le phénomène de corruption impacte négativement l'économie et dégrade le tissu social. Santé, éducation, commerce, aucun secteur n'est épargné. Créée en 2013 pour lutter contre le mal, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance descend sur le terrain. L'atelier ouvert ce mercredi marque le début d'une vaste campagne de sensibilisation. Son objectif, impliquer dans la lutte les agents publics, notamment les fonctionnaires et agents de l'État. Au niveau de la participation dans la lutte contre la corruption, il y a des tests qui incombent à l'État et aux organismes publics. Il y a des tests qui incombent, c'est-à-dire des mesures dont la mise en place incombe le secteur privé. Il y a des mesures qui incombent aux ONG, des mesures qui incombent aux médias. Ici, aujourd'hui, c'est l'État et les organismes publics. Donc vous voyez, dans la salle, il y a beaucoup de préfets, les directeurs régionaux, les élus, ça, ils sont concernés. Après, on fera pour le secteur privé, pour que tout le monde participe. Transparence, responsabilité, bonne gouvernance, lutte contre la corruption sont les termes qui devront désormais les inspirer. Ça incite chacun à prendre conscience de ses responsabilités, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Des ateliers pour les autres groupes, secteurs privés, groupements de la société civile devront être tenus bientôt. Le programme de sensibilisation et d'éducation devrait être, lui, diffusé sur toute l'étendue du territoire en vue de motiver un réel changement de mentalité. La plateforme de partenariat public-privé enregistre un nouveau programme. Il s'agit de Transparence Cacao. Officiellement lancé ce mercredi, il s'intègre dans le programme national de développement de la filière café-cacao, dénommé 2QC. Objectif, rendre la filière prospère et durable pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. Coût de l'investissement, 2 milliards de francs sur une durée de 5 ans. Les détails avec Noël Niagno. Le cacao, une spéculation majeure pour l'économie ivoirienne. La durabilité de sa production préoccupe les pouvoirs publics à travers le Conseil du café-cacao et les transformateurs, surtout qu'aujourd'hui plus qu'hier, la cacaoculture est menacée par le phénomène du changement climatique. Avec le déficit hydrique, je parlais de la sécheresse, on a quelques inquiétudes sur non seulement les niveaux de production de la campagne intermédiaire, mais aussi et surtout sur la qualité intrinsèque même des fèves. Donc, de plus en plus, il est important pour nous d'anticiper. Dans cet environnement nouveau, il faut changer le mode de production de sorte à rendre la filière prospère et durable pour tous les acteurs. Voilà qui explique l'avènement du programme Transparence Cacao. Le planteur doit s'adapter et en même temps, le pays a des ambitions de production
plus importante de cacao, l'ambition de produire 50% du cacao mondial, et on ne peut plus garder les pratiques culturelles qui étaient aux dépens de la forêt. Aujourd'hui, on dit aux planteurs, avec la plantation que vous avez aujourd'hui, nous allons vous permettre de produire plus à l'hectare et donc de préserver la forêt. Et même aujourd'hui, avec les nouvelles pratiques culturelles, les nouveaux hybrides qui sont proposés par le CNRA, vous allez pouvoir augmenter votre production. Et en même temps, sur votre plantation, on va vous proposer de planter des arbres et donc d'avoir des revenus supplémentaires pour l'avenir, de vous projeter dans l'avenir et d'avoir une cacaoculture qui soit beaucoup plus durable pour l'avenir. Un programme en phase avec les engagements de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la COP 21. La contribution de la Côte d'Ivoire, je pense, qui sera la plus remarquée, sera qu'après avoir fait l'agriculture notre moteur de développement, nous puissions aujourd'hui faire en sorte que cette agriculture cohabite avec l'environnement et que cette agriculture ne soit plus l'ennemi de la forêt. Coût du projet, plus de 2 milliards de francs CFA. Durée du programme, 5 ans. Sur cette période, 100 coopératives, soit 60 000 producteurs, bénéficieront du programme. Voilà, on continue au chapitre du développement durable et retenez que la Banque mondiale a initié une formation pour les responsables de projets, une rencontre pour apporter une réponse à la préservation de l'environnement et la protection des communautés dans l'exécution des projets. Ami Sissoko pour les détails. Comment concilier développement et protection de l'environnement et des communautés au cours de la réalisation des projets en Côte d'Ivoire? C'est à cette question que la Banque mondiale essaie d'apporter des réponses. Elle outille donc les acteurs de la mise en œuvre des projets. Le but étant de minimiser les impacts négatifs dans la réalisation des projets qui bénéficient de l'appui de la Banque mondiale. Un projet qui doit se réaliser doit avant tout apporter un bien-être aux populations. Donc il ne faudra pas qu'à travers la réalisation d'un projet, on puisse avoir plus de pauvres, on puisse avoir plus de malheureux, on puisse donc désorganiser la structure sociale, on puisse dégrader l'environnement. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale concourent effectivement à la préservation de l'environnement, donc au développement durable, mais surtout au bien-être des populations pour lesquelles ces projets sont mis en œuvre. Pour le bien-être des populations et la préservation de l'environnement, les coordonnateurs, les spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale, en passation de marché et en suivi et évaluation, doivent désormais intégrer la dimension environnementale et sociale dans l'exécution de leurs projets. Comment seront gérés, par exemple, les déchets médicaux, tout ce qui est seringues, tout ce qui est médicaments, une fois que c'est utilisé. Dans tous les contrats qu'on aura à signer avec des prestataires, on doit veiller à ce que toutes ces règles de gestion environnementale et sociale soient respectées. Après 4 jours de formation, la Banque mondiale compte effectuer des missions de supervision pour vérifier l'application des recommandations sur le terrain. On s'intéresse maintenant à cette signature d'accord de partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique et développement, une structure française spécialisée dans le domaine de l'agriculture. Il s'agit essentiellement d'améliorer le secteur agricole par la recherche, la formation et des appuis financiers. Explication, Éric Goret. La Côte d'Ivoire et la France ensemble pour renforcer leur coopération en matière de formation et de recherche scientifique. Une signature d'accord pour rendre l'agriculture ivoirienne plus performante. Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique, CIRAD, s'engage à appuyer la Côte d'Ivoire. Nous travaillons avec tous les acteurs de la science, de l'innovation et les acteurs sociaux et les acteurs économiques pour produire des connaissances et des innovations qui servent à d'autres. Nous répondons à des questions que d'autres nous posent. Et notre fierté, c'est d'être au service de ces enjeux. Et là, les enjeux, c'est évidemment le développement de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CIRAD a pendant plusieurs années soutenu la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agriculture. À travers cette convention, elle va accroître sa mission. La coopération entre les institutions françaises de recherche et les universités, centres et instituts de recherche ivoiriens a produit des résultats qui permettent aujourd'hui à notre agriculture d'être l'une des plus performantes du continent et d'occuper les premières places dans plusieurs domaines, ce qui contribuera à accélérer le processus d'industrialisation tant voulu, tant recherché par le chef de l'État. Après avoir quitté la Côte d'Ivoire à cause des événements de 2011, le CIRAD est de retour
pour apporter son expertise à la Côte d'Ivoire. Le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone humide a tenu la 15e session ordinaire de son conseil d'administration en Guinée-Bissau. Rencontre présidée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, l'objectif étant de trouver des solutions idoines et définitives aux difficultés que connaît ce centre. Les précisions de Hugues Hervé-Blé. Des difficultés financières, le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide en connaît, et c'est chaque fois que des solutions sont recherchées. Le dernier conseil d'administration du CIRDES s'est attelé à lui trouver un souffle nouveau face à sa dette qui s'élevait au 31 décembre 2015 à environ 573 millions de francs CFA. Afin de sauver l'élevage ouest africain, le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjumani, a invité les États membres à assurer son budget de 200 millions de francs CFA. Au 31 décembre 2015, seuls la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso ont versé leur contribution, soit 78 millions de francs CFA. De bonnes nouvelles ont pu être notées à cette 15e session du conseil d'administration du CIRDES au plan scientifique notamment. Le partenariat avec la recherche des pays membres a été renforcé et diversifié. Le centre dispose d'atouts et d'une expertise incontestable dans le domaine des maladies parasitaires à transmission vectorielle. Loin de plier face à ces difficultés financières, le conseiller d'administration du CIRDES l'a engagé à davantage faire valoir son expertise pour le bonheur de l'élevage en Afrique. Vous le savez déjà, l'ONG Servir, fondée par Henriette Konan-Bédié, a célébré son 20e anniversaire sur le site du centre d'hémodialyse et de greffe rénale situé à Tekoubé, l'occasion d'accueillir des donateurs et des partenaires. Henriette Konan-Bédié, la présidente de l'ONG, a remercié les bonnes volontés qui ont soutenu les actions de l'organisation depuis sa création en mai 1996. Le centre d'hémodialyse et de greffe rénale est le plus grand ouvrage sanitaire dédié aux malades du rein en Côte d'Ivoire. L'ouvrage s'étend sur près de 2 hectares. Il a été offert gracieusement à l'organisation par la mairie d'Atekoubé. On reste dans le domaine de la santé. La ministre Raymonde Goudou Kofi était samedi dernier dans le département de Bongouanou, plus précisément dans le village d'Assaoufoué, pour une action majeure, un don d'ambulance au centre de santé de ce village. Un don qui vient justement combler les attentes des populations. Suivez le reportage de Abou Sanogo. Les longues distances et les angoisses. Le village d'Assaoufoué dans le département de Bongouanou dispose désormais d'une ambulance médicalisée d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est un don du gouvernement qui vise à faciliter l'évacuation des malades vers les hôpitaux équipés. Il a été remis par la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Kofi Goudou. La première priorité de son Excellence Monsieur le Président de la République et du gouvernement de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, c'est le bien-être des populations. De 2012 jusqu'à 2015, seulement 3 ans, le président de la République, à travers le PPU et le ministère en charge de la Santé, ont mis à la disposition de nos différents centres de santé 466 ambulances. Pour les filles et fils de la région, ce don vient à point nommé. Ce don contribuera sûrement et certainement à sauver des vies humaines en reléguant très loin des souvenirs douloureux. Désormais, avec l'évacuation médicalisée des malades, la souffrance des populations rurales va s'amenuiser. Nous, population d'Assaoufoué, saluons ce geste que le gouvernement, à travers vous, vient de faire à nos parents qui en avaient plus que besoin. Raymonde Kofi Goudou a appelé les médecins à plus de professionnalisme et la population au civisme. Ce don s'inscrit dans le cadre de la politique de gratuité des soins initiée par le gouvernement. Là, la ministre de la Santé le disait à l'instant, on parle encore de bien-être des populations. Le village Akadiafoué, dans le département de Béoumi, désormais raccordé au réseau national d'eau courante. Ce sont 45 habitations qui disposent de compteurs individuels. Les premiers robinets d'eau courante ont été mis en service. Témoignage de ces moments de bonheur avec Charles Tatou. Le développement d'un village passe par l'acquisition des infrastructures de base.
Et cela avec la volonté des cadres et de la population rurale. Akadiafoué, dans le département de Béoumi, est un exemple de village engagé pour son modernisme. Ruelles reprofilées, électricité dans les ménages, écoles primaires, marchés couverts, centres de santé et adduction en eau potable. Tous ces facteurs de développement ont été réalisés grâce au dynamisme de la mutuelle de développement qui tôt a perçu le sens des projets gouvernementaux mis en place au profit des populations rurales. Ici, tout a commencé en 1985 avec les projets phares, fonds régionaux d'aménagement ruraux, par le lotissement du village. Objectif, construire des habitations modernes. Le progrès se concrétise. Nous envisageons l'extension du lotissement et nous avons fait construire le château d'eau qui est là. La mutuelle de développement a couplé le lancement de l'opération branchement individuel de compteurs d'eau à l'intronisation du nouveau chef de village, Nana Yaoluku. Parrain de cette double cérémonie, le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, Sidi Touré. Il a prôné l'union et l'attente. Nous encourageons les jeunes, les cadres à rester dans cette dynamique, à respecter le chef, mais surtout au chef à être digne. Remise d'un lot de médicaments et danse du terroir ont ponctué la cérémonie. On ouvre la page politique de ce journal avec le comité du directoire des partis membres du RHDP qui a repris ses travaux cet après-midi au siège du PDCI RDA après une suspension momentanée pour célébrer les 70 ans du vieux parti. Le thème de cette rencontre reste la mise en œuvre du projet de parti unifié. Sachez par ailleurs que le directoire du RHDP se prononcera bientôt sur des questions d'actualité brûlantes. Compte rendu à Boussanogo. Cette rencontre marque la reprise des travaux du comité de direction des partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. 4 points à l'ordre du jour. La validation du procès verbal de la réunion du comité de direction tenue le 8 mars dernier, l'examen à mi-parcours des comités ad hoc, l'examen du programme d'activité du directoire et les divers. La mission essentielle du comité élargi du directoire du RHDP reste la mise en œuvre du projet de parti unifié. Ce que nous venons de décider aujourd'hui, c'est non seulement la relance des travaux, mais c'est désormais l'élargissement du champ d'appréciation du directoire à toutes les questions de politique nationale. Vous savez qu'en son temps, on avait mis des comités ad hoc en place, juste pour la mission du travail unifié, mais il ne faut pas oublier que le directoire est un ensemble, lequel directoire a pour mission de réfléchir, de donner la position du RHDP sur toutes ces questions. D'autres points seront abordés dès la semaine prochaine, notamment la révision de la liste électorale et le statut du chef de l'opposition. Le statut du chef d'opposition. Nous avons une vocation d'être demain des opposants. Donc sur cette question, le RHDP doit pouvoir aussi se prononcer. 2 rencontres sont prévues, l'une le lundi 23 mai et l'autre une conférence de presse du président du directoire Amadou Soumaoro le jeudi 26 mai afin de faire entendre la voix du RHDP sur toutes les questions d'actualité. Les femmes du RHDP, elles, s'engagent pour les batailles futures. Elles se sont réunies hier mardi pour réaffirmer leur engagement au mouvement à l'ordre du jour de ce rassemblement qui a eu lieu au siège du Rassemblement des Républicains à Cocody, mobilisation et révision de la liste électorale. Plus de détails avec Sidonie Davila. Les femmes dans la dynamique de sensibilisation et de mobilisation des membres du RHDP pour un parti fort et unifié. C'est le combat que ces militantes du Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie s'assignent après l'élection de leur présidente. Nous devons sensibiliser et mobiliser les populations pour leur participation massive au référendum constitutionnel. Après le référendum constitutionnel, nous mobilisons les femmes également
pour aller aux élections législatives, municipales et régionales. Au cours d'une séance de travail qui a réuni les responsables des structures féminines des différents partis qui forment le RHDP, celles-ci se sont engagées à participer davantage au rayonnement de leur groupement politique. C'est uni que nous allons réussir. Donc nous mettre ensemble, nous devenons la force motrice du RHDP, la force motrice qui conduira inéluctablement vers le parti unifié. L'unité et la solidarité, c'est également ce que recommande le chargé de la mobilisation du RHDP, venu en soutien aux femmes. Je voudrais que vous soyez les lieutenants à nos côtés pour mettre en œuvre la vision du président Henri Konan Bédié et du président Alassane Ouattara. Bientôt les élections législatives et municipales, les femmes membres du RHDP comptent investir villes et communes pour y installer des bureaux locaux. Leur mission, inciter les militants et militantes à une participation massive aux échéances électorales à venir. Fin de la page politique, on s'intéresse maintenant à la culture et on s'intéresse à la lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit, une préoccupation majeure du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, les pirates continuent de gangréner le milieu du show business. Pour donner un coup de fouet à la lutte contre ce phénomène, le Burida vient de mettre sur pied un commando. Il s'agit de la commission permanente de contrôle des enregistrements éphémères et de la lutte contre le piratage. Reportage Serge Coléa. La commission permanente de contrôle des enregistrements éphémères et de lutte contre le piratage, créée par le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'assigne une seule et unique mission, à savoir éradiquer le piratage des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire. La stratégie de cette commission se résume en 3 points. D'abord, sensibiliser. Il faut interpeller les pouvoirs publics pour leur dire on vit mal parce que nos œuvres sont exploitées illégalement. Ça fait 20 ans qu'on n'est pas protégé. Je pense qu'on veut aujourd'hui monter au créneau pour faire comprendre aux politiques que ceux-là, on doit s'occuper d'eux aujourd'hui. Après la sensibilisation, la répression, la commission entend associer tous les corps armés en Côte d'Ivoire pour freiner ce phénomène. Nous sollicitons aussi ceux qui ont mis la brigade de lutte contre la piraterie, le piratage des œuvres de l'esprit en place, de se réveiller aussi. Parce que le commissaire qui est là-bas, il n'a rien. Il est seul avec une secrétaire. Il n'a aucune voiture. Nous, on est fâchés contre lui parce qu'il ne peut pas arrêter les pirates. Or, il n'a pas de véhicule, il n'a pas d'argent. Comme solution, la commission de lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit propose la création des marchés accessibles, la réduction du coût de vente des CD et des DVD, ainsi que l'intégration des revendeurs, autrefois pirates, dans le processus de commercialisation qui sera mis en place. On poursuit avec la première édition de la Semaine du livre qui a démarré hier mardi au lycée Mami Oufouette-Fettet de Bingerville. Cette activité a pour objectif d'amener les élèves à lire davantage. Le thème retenu est l'importance du livre en milieu scolaire. Cette semaine, conjointement organisée par le lycée Mami Oufouette-Fettet et une librairie de la place Bacha s'achevée le vendredi 20 mai 2016. Isaïo Hermaniamia. Comment inciter les élèves du lycée Mami Oufouette-Fettet de Bingerville à se familiariser avec le livre et à lire davantage? La réponse à cette interrogation a amené les responsables de cet établissement d'excellence à initier en partenariat avec une librairie une semaine du livre. Cette activité meublée par des expositions, des ventes d'ouvrages, des conférences et des dédicaces vise à permettre aux élèves de se cultiver à travers le livre. Nous demandons à l'autorité et nos autorités, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Culture, de nous appuyer pour vraiment booster le livre. Les enfants souvent ont les livres en classe, les étudient, mais ne savent pas qui a écrit. Donc d'abord, elles ont les écrivains, elles peuvent discuter avec eux et ça décloisonne. Et ensuite, ces écrivains, peut-être en leur parlant, vont leur donner encore le goût de la lecture. L'importance du livre n'est plus à démontrer. Il faut maintenant que le livre soit tous les jours dans les écoles, près des élèves, tous les jours dans leurs mains à la maison. La première édition de cette semaine du livre, ayant pour thème l'importance de la lecture en milieu scolaire, est marquée par la rencontre entre des écrivains et les élèves. De quoi réjouir les deux parties. Une chance pour nous, élèves,
parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des écrivains ici. C'est très important en tant qu'écrivain d'échanger avec des élèves parce qu'il faut que nos enfants comprennent l'importance du livre. Le livre, c'est d'abord les meilleurs enseignants, les meilleurs pédagogues. La semaine du livre du lycée Mami Oufoué Fetteh de Benjeville, qui a ouvert ses portes ce mardi, prendra fin le vendredi prochain. Parlons de justice internationale maintenant. Le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale a requis ce mercredi à La Haye, aux Pays-Bas, un emprisonnement minimum de 25 ans contre Jean-Pierre Bemba, l'ancien chef du mouvement de libération du Congo, le MLC. Le 21 mars dernier, la CPI avait reconnu l'ancien chef rebelle congolais coupable de 5 charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en 2002 et en 2003 en Centrafrique en vertu de sa responsabilité de commandant. Toujours à la CPI, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuit et c'est la fin de la seconde journée d'audition du témoin à charge, Matt Wells, chercheur à Human Rights Watch. L'actualité au Nigeria est dominée par cette bonne nouvelle, le retour en famille d'une des lycéennes enlevées il y a 2 ans à Chibok. Amina Annie, c'est son nom. Elle a été retrouvée dans la forêt de Sambisa, qui est considérée comme l'un des bastions des islamistes de la secte Boko Haram. Amina Annie fait partie des 276 lycéennes enlevées dans la province de Maïdougouri. Dans l'état du Borno, situé dans le nord du Nigeria, ces enlèvements avaient suscité une vague d'indignation à travers le monde et avec ce slogan « Bring back our girl ». Le Somaliland, république autoproclamée du nord de la Somalie, dont aucun pays ne reconnaît la souveraineté, a célébré aujourd'hui les 25 ans de sa sécession avec la Somalie par un défilé militaire et policier, boudé bien entendu par la communauté internationale. Christelle Mena. Ce mercredi, la République autoproclamée du Somaliland fête sa 25e année d'indépendance à Hargeisa, la capitale du pays. Cette petite république d'environ 4 millions d'habitants est fière des progrès réalisés. Je suis vraiment très excitée. Je veux partager avec le monde mon bonheur. Je voudrais aussi encourager le monde à se rendre compte de ce qui se passe ici au Somaliland. Nous avons fait du bon travail depuis 25 ans maintenant. Donc, nous appelons vraiment le monde à témoigner du progrès que le Somaliland a fait et se rendre compte de ce que nous avons réussi. Le pays est stable, sûr et les élections sont démocratiques. Mais aucun pays au monde ne reconnaît officiellement le Somaliland. Pour l'occasion, le président Ahmed Siliano lance un appel à la communauté internationale. J'appelle la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine et la Ligue arabe à se rappeler de nos droits que nous avons au Somaliland et aussi de reconnaître notre pays. Pas d'accès aux prêts internationaux ni à l'aide au développement, difficile aussi d'attirer les investisseurs étrangers quand on n'a aucune reconnaissance officielle. Seuls les États reconnus par l'ONU comptent en droit international. Les critères, un gouvernement effectif qui exerce sa souveraineté sur un territoire donné ou a établi une population donnée. Mais il faut aussi avoir été reconnu comme État par un autre État. Ce qui n'est pas le cas de la République du Somaliland, décrétée indépendante le 18 mai 1991 par les rebelles nordistes après la chute du régime de Mohamed Siad Barre. La République fédérale de Somalie considère toujours, quant à elle, le Somaliland comme part entière de son territoire souverain. Nicolas Maduro aura-t-il le même destin que son homologue du Brésil? Le Venezuela tend vers un tel scénario. L'opposition majoritaire au Parlement a rejeté son projet de l'état d'exception. Ce mercredi, les Vénézuéliens ont marché pour réclamer un référendum en vue de la destitution du président Nicolas Maduro. Le chef de l'État crie à la fraude. Mariam Sissé, Sidonie Davila. Ils montent tous au créneau. Au Venezuela, la tension monte entre le président et l'opposition. Hier mardi, à main levée, l'opposition majoritairement représentée au Parlement a rejeté l'état d'exception décrété par le président Maduro. Un état d'exception qu'ils accueillent comme un outil venant accentuer le niveau de dégradation de l'ordre constitutionnel et démocratique dans le pays.
Enrique Capriles, candidat malheureux face au président Maduro en 2013, avait lancé un message de manifestation à l'endroit des populations visant à une revendication de la destitution du pouvoir en place. Un message aussitôt perçu. Ce mercredi, ils ont été nombreux, ces Vénézuéliens, qui réclamaient dans les rues un référendum conduisant à la révocation de Nicolás Maduro. Manifestation enrayée de violence. Enrique Capriles a également appelé l'armée à la désobéissance. Il leur a demandé de choisir entre la Constitution et le régime en place. Maduro, de son côté, ne garde pas le silence. Il entend déjouer le projet de référendum qu'il qualifie de projet non viable. Il accuse par ailleurs l'opposition de fraude. Nicolás Maduro aura-t-il le même sort que son homologue du Brésil? La question reste posée. Toujours est-il que le Venezuela court le risque d'une explosion socio-économique, selon des experts. On revient au plan national de développement, la réunion du groupe consultatif pour le financement du PND à Paris. Au deuxième jour, après les 7 700 milliards de francs CFA mobilisés par les institutions financières telles que la Banque mondiale, la rencontre de ce jour avec le secteur privé, les grandes entreprises et le patronat a été tout aussi fructueuse. Les intentions de financement se chiffrent à 9 500 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par la ministre Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, et par le Premier ministre Kablan Duncan, ministre de l'Économie et du Budget. Je vous propose de les écouter. Les intérêts exprimés sur les opportunités d'investissement présentées au cours du groupe consultatif s'élève à ce jour à 19 milliards de dollars, soit 9 500 milliards de francs CFA, dans l'attente de la finalisation des échanges qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Les 30 000 milliards que nous avons demandé, il y a des chances qu'ils soient atteints. Vous savez qu'en un jour, au niveau du secteur privé, sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Et je voudrais vraiment remercier la Banque mondiale pour cette belle organisation qui a donc été faite, remercier le gouvernement français qui nous a appuyés et remercier le secrétaire d'État Valini qui, malgré la nécessité d'un voyage à Copenhague, est venu ici participer à l'ouverture avant de faire son voyage. Nous sommes heureux de cela et j'ai indiqué donc au groupe de la Banque mondiale que président Alassane Ouattara, qui a eu les échos de ce dossier, les remercie de tout cœur. Donc, la réunion du groupe consultatif sur le financement du Plan national de développement 2016-2020 a porté ses fruits. Le montant des financements annoncés par les bailleurs de fonds s'élève à 7 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement a levé par ailleurs 9 500 milliards du secteur privé, portant le montant global à 17 200 milliards de nos francs. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux à Paris dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble, et à très bientôt.